On fait tous des bêtises. L'outil, c'était un chatbot de santé, un chatbot du triage des symptômes. Cette clé m'était inconnue. Si on ne sait pas d'où ça vient, on va le tuer et voir qui gueule. 24 heures plus tard, je peux te dire, il y en avait qui gueulaient. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour, je vais très bien. C'est un lundi, je vais comme un lundi, mais sinon tout va bien. Et toi, comment tu vas ? Moi pareil, comme un lundi, en plus un lundi de reprise de vacances, tu vois, donc c'est t'as beaucoup de mails, t'as beaucoup de choses. C'est pas les meilleurs lundis de l'année en plus. Ouais. Mais sinon ça va. Et il fait un temps horrible. Mais sinon tout va bien. Ouais, pareil. Ici, il fait un temps bipolaire. C'est soit très gris et comme un storm, un énième storm de l'année, soit sinon un grand soleil. 5 minutes après. T'es à Londres là, toi, c'est ça ? Oui, à Londres. Okay. Ouais, ok. Bon. Ouais, c'est pas toujours. Moi, je suis à Bordeaux, tu vois, et là, c'est arrivé dimanche là, et je crois que toute la semaine, ça va être. Mais bon, c'est la vie. C'est pas grave. On va se marrer quand même sur le podcast. C'est Du coup, Nathalie, pour commencer, je vais pas te présenter tout de suite ou dire de quoi on va parler. Je vais te laisser un premier petit exercice qui est de te présenter en 3 phrases. Ok. Alors, moi, c'est Nathalie Godec. Je suis architecte de nuages, Senior Cloud Architect chez Zencore. Donc, je vis du côté infra, du côté plateforme du monde de la tech. Je suis ukrainienne, j'habite à Londres. Je fais de la photographie, de la création de contenu. Je collectionne les sacs à main et j'ai 2 chats. Voilà. Tu fais plein de trucs. Écoute, trop bien. Du coup, effectivement, on va parler un peu d'infra ou de tes anecdotes vis-à-vis de l'infra. Mais est-ce que tu peux peut-être rapidement nous expliquer ce que c'est ton métier ? Oui, alors, architecte de nuages, traduit en français, c'est vraiment assez drôle. Le cloud, ça veut dire que je gère de l'infrastructure, je construis des plateformes avec de l'infrastructure qui est fournie par des fournisseurs cloud, comme Google, Amazon, Microsoft, etc. Il y en a des plus petits, mais ces 3-là sont les plus grands. Je suis architecte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la majorité de mon travail, c'est de prendre des challenges, des défis, des problèmes des gens, des autres équipes, si je travaille en interne, ou bien maintenant, depuis 1 an, je suis dans une société de services, Zencore, on est partenaire de Google Cloud. Je résolu des problèmes des autres entreprises, des autres boîtes, des startups, des grandes entreprises, etc. Ils viennent vers moi, me poser des questions, me dire nous on a envie de faire ci, ça et ça. Je sais pas, on a envie de faire quelque chose avec nos données, on ne fait pas de analytics, on ne fait pas de data science, mais on a envie de faire, on sait qu'on a beaucoup de données. Ou bien on aimerait utiliser la magie des LLM, la magie de AI. En ce moment, j'imagine que c'est un gros sujet. En ce moment, oui. Et moi, je trouve des manières de leur aider et de construire une plateforme pour que eux, ils puissent faire leur travail. C'est-à-dire que derrière tous les services digitales, les applis sur nos portables, les sites web, etc., il y a une plateforme derrière. Et moi, je construis, j'imagine, je design et je développe, je mets en place cette infrastructure pour leurs challenges, leurs idées, leurs applications. Ouais, donc tu maîtrises sur le bout des doigts tous les services, en tout cas une grande partie des services que fournit Google Cloud. Et à partir de ça, en fait, tu vas trouver les services les plus adaptés, comment les interfacer entre eux, etc. pour à la fin fournir une plateforme un peu clé en main qu'ils vont exploiter, c'est ça ?
Okay. Oui. Alors, maîtriser tous les services, c'est pas toujours possible, voire toujours pas possible. Mais en tout cas, soit je sais où chercher, soit j'ai une petite idée déjà quels sont les services qui sont disponibles. Et en tout cas, je ne sais pas combien de services il y en a sur Google Cloud. Sur Amazon, il y en a des centaines, littéralement. On ne peut pas utiliser la totalité, mais il y a des services que tout le monde utilise d'une manière générale, comme tu utilises BigQuery pour les données, tu utilises Kubernetes, CGKey, GKE sur Google ou IKS sur Amazon, etc., etc. Il y a des services principaux que tout le monde utilise et ça, il y a une certaine maîtrise. Ensuite, j'ai une idée aussi que voilà, si on veut faire du serverless, il faut utiliser ça. S'il nous faut de l'infra qui est réglementé, qui est compliant avec toutes les régulations de sécurité, si on parle des données financières dans l'Union européenne ou bien des données de santé de quelqu'un, tout ça, j'ai une petite idée comment faire des plateformes. Et ensuite, après on discute une idée générale. Alors voilà, on peut faire ça ou ça et ça. Après, je vais creuser dans les détails, je vais chercher des services spécifiques et des configurations spécifiques qui vont m'aider à construire cette plateforme. Oui, du coup, il y a un aspect qui est pas uniquement technique, qui est aussi de comprendre le métier, ce que tu disais avec les services financiers, les services de santé, etc., où tu vas avoir des contraintes supplémentaires et où tu vas être obligé de faire des choix techniques contraints par ces aspects-là, c'est ça? Ouais, ça existe aussi. J'ai eu l'occasion de travailler dans des banques et aussi dans un startup health tech, startup de santé. Du coup, j'ai un peu d'expérience, un peu d'expertise sur ce genre de choses. Les régulations, c'est assez compliqué. Ouais, j'imagine, ouais. Mais sur la santé, par exemple, les contraintes, c'est quoi? C'est de la localisation de serveurs? Il y a des trucs plus complexes que ça? Il y a de la localisation de données, ça c'est la chose principale. C'est différent dans chaque pays. Ok. Du coup, enfin, tu prends le pays qui ton pays client qui a les régulations les plus strictes, les plus difficiles, et tu appliques la même méthode partout. C'est la localisation des données, c'est l'accès aux données. Ça veut dire que les développeurs, tu dois pouvoir prouver que les développeurs n'ont pas accès aux données de la production, par exemple. Tu dois prouver que les gens qui font quelque chose avec ces données, qu'ils ont des connaissances et de l'expertise et des certifications des fois. Qu'il faut. Aux États-Unis, par exemple, les seuls gens qui peuvent avoir accès aux données de la prod doivent être dans le pays. D'accord. Et c'est pas physiquement, oui. Pas nécessairement les citoyens du pays sont les seuls qui ont l'accès, mais par exemple, c'est toujours une grande bataille. Si tu as par exemple l'équipe de l'infra principale, ton équipe de ops, ton équipe de support, ton équipe on call, qui répond aux soucis, qui répond aux incidents. S'ils sont par exemple à Londres, comment tu prouves qu'il faut le faire? Parce que sinon, il y aura d'autres problèmes, d'autres soucis. Mais sinon, les analyses doivent être aux États-Unis. Ouais. Et pourquoi, tu vois, c'est quoi la contrainte derrière? C'est pour que la donnée ne sorte pas du territoire américain? Parce que c'est pas parce que tu es aux États-Unis que la donnée ne sort pas, tu vois? C'est pourquoi il y a cette contrainte d'être sur le territoire? Ils ont imaginé ça comme ça. Ok. Il y a pas tu sais pas s'il y a une raison rationnelle derrière. Ok. Chacun aborde ces sujets d'une manière différente. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui commencent leur voyage dans le monde digital. Eux, ils adoptent des lois blanket. Ça veut dire, on va dire que aucune partie doit sortir du pays. Et t'es là, non mais des fois c'est pas possible. Est-ce que les logs sont des données? Est-ce que vous classifiez des données, des métriques de processus, des métriques d'utilisation de l'infrastructure en tant que données? Est-ce qu'on peut sortir ça pour avoir des dashboards qui vont nous permettre de vous fournir le service qu'on vous fournit, tu vois? Mais et après tu commences les gouvernements commencent à travailler un peu plus en détail, mais tout le monde fait ça d'une manière différente, tu vois. Okay. Oh, ça a l'air marrant. T'as dit un truc, t'étais influenceuse. Est-ce que c'est dans le cadre de ton métier ou c'est à côté?
C'est comment dire? J'ai toujours aimé la partie communauté de la tech, donc toute la partie open source, toute la partie échange de connaissances dans l'infra, les conférences, les meet-up, j'ai entendu que à Paris, les meet-up de tech s'appellent les soirées DevOps. Ah bon? Et j'adore. J'aimerais bien faire une soirée où on parle de Kubernetes. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui me permettait de faire du public speaking, d'aller échanger, d'aller présenter les solutions qu'on imaginait, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à aller aux conférences, aux meet-up, présenter, écrire des blogs, participer d'une manière un peu plus active dans la communauté. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je sors ma propre personnalité de l'image de la boîte pour laquelle je travaillais. Okay. Pas pour une raison de quelconque, juste parce que j'avais fait beaucoup de choses et je voulais quand même construire mon propre image, mon propre brand, si tu veux. Et j'ai commencé à le faire et j'adore faire ça, j'adore tout ce qui est créatif, j'adore écrire des blogs, partager des connaissances, créer peut-être des vidéos. J'ai finalement commencé une chaîne YouTube, après des années. Et après, à un moment donné, j'ai entendu parler de la communauté de GDE, Google Developer Experts. Et ça, c'est un réseau global qui est soutenu par Google. Et c'est un réseau des gens qui travaillent avec des technologies que Google développe ou bien soutient. Et ce sont des gens qui, comme moi, font des conférences, des meet-up, qui publient du contenu, qui font des vidéos, qui font des vlogs, qui font des blog posts, qui sont actifs sur Twitter. Il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de manières d'être actifs dans la communauté. Et du coup, les GDE, ce sont des gens qui sont reconnus en tant qu'experts dans leur partie de la technologie. Mais du coup, il y a une partie de ça. Enfin, en fait, toi, tu le fais de toute façon indépendamment de ton métier, qui est finalement architecte, architecte cloud. Mais j'imagine que ça fait partie un peu de ton métier quand même. C'est-à-dire qu'il y a une partie, tu vas à des confs sous l'étiquette Zencore, en fait, c'est ça? Oui. Oui. Okay. Bah, ça marche des deux côtés. Ça marche pour moi et ça marche pour mon employeur. Ouais, c'est ce qui est cool, ouais. Je fais des solutions tech, j'architecte des plateformes, je fais du Terraform, je trouve des solutions pour des challenges techniques, dont je peux ensuite parler aux conférences. Donc, ça me permet d'avoir des connaissances et d'avoir des idées que j'aimerais partager. Mais aussi, pour Zencore, le fait que moi, l'année passée, j'ai fait 12 conférences. Le fait que je fais 12 conférences en Europe, surtout principalement en Europe, et que j'y vais, et que je parle, et que je dis, voilà, je travaille pour Zencore, on fait ci, ça et ça. Et les gens me voient en tant que quelqu'un qui fait des choses intéressantes ou... j'espère, excellente. et ça fait aussi le brand, le nom de Zencore. Ça fait du promo. Et c'est intéressant ce truc-là parce que effectivement, je trouve qu'il y a, enfin, si ça se fait peut-être un peu plus aux US, je sais pas si aux UK c'est encore très répandu, mais j'ai l'impression que tu as moins ce truc en France des salariés qui font du personal branding, alors qu'en fait c'est bien parce que ça retombe sur la boîte dont t'es salarié de manière générale. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Ouais. Absolument. Nathalie, j'ai encore des questions pour toi, j'en ai plein. Là, on va commencer sur les questions rituelles un peu. Ma première question, c'est comment toi t'es tombée dans le monde de la tech? Alors, j'avais 14 ans. Ma maman, alors mes parents étaient ingénieurs. Ma maman était dans la tech. Elle était sysadmin, administratrice de système. Elle gérait une équipe d'administrateurs de système. Et mon père, il est physicien et ingénieur. Et quand j'avais 14 ans, en Ukraine, à l'époque, tu finissais l'école à 16 ans.
ou bien 17 ans. Et tu rentrais à l'université à 16 ans ou 17 ans. Moi, c'était à 16 ans. Donc, quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont posé la question, qu'est-ce que tu t'aimerais faire dans la vie? Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je veux faire? Alors, ma maman est dans la tech, mon père est ingénieur. Si je choisis la tech, ils vont peut-être m'aider à comprendre, à étudier, à trouver du travail, je sais pas. Et dans ce moment, enfin, ils m'ont dit, écoute, tech, c'est vraiment large, très très large. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? À l'époque, j'avais choisi design graphique. Parce que je suis assez artistique, tu peux voir sur le mur derrière moi, il y a des photos, des prints. Ça, c'est pas moi qui a fait, mais je fais de la peinture aussi. J'avais choisi design graphique, et j'avais commencé ensuite une espèce d'académie de cours de week-end où on apprenait design graphique, mais aussi ingénierie de système et le code. Okay. Et ce qu'avait fait ma maman, c'est qu'elle m'avait amenée à son travail et elle m'avait montré comment monter un ordinateur. Elle m'avait montré tous c'était il y a 16 ans, 17 ans. Ouais. Du coup, maintenant, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais les composants de base sont les mêmes. T'as le motherboard, le CPU, la mémoire, etc., etc. Maintenant, tout est... c'est très petit, c'est très comment dire, c'est presque bloqué, tu peux plus ouvrir. Enfin moi je vois mon Mac là, je peux plus l'ouvrir en fait pour le démonter, alors qu'avant on avait une tour, on avait la carte mère, on mettait la carte graphique dedans, c'était enfin moi en tout cas j'ai eu cette expérience comme toi d'ouvrir et de changer des pièces dedans, et effectivement c'est exactement. Donc elle m'avait montré tout ça, les câbles qu'est-ce qui va où, dans quel port, tout. Et ensuite elle m'avait mis une petite montagne de composants d'un ordinateur, et il m'avait dit, voilà, vas-y. Et il fallait choisir quelles parties vont avec quoi, quelles parties vont avec le motherboard. Je crois que la tour, le casing et puis la motherboard étaient là, et sinon il n'y avait rien, même pas de power unit. Je sais pas comment dire ça en français. L'alimentation, ouais. Okay. Voilà, il fallait tout mettre en place. Du coup, j'ai pas le processeur dans la carte mère? Non. Même pas, ok. Même pas. Il fallait faire avec beaucoup d'attention, doucement le mettre dedans, sans casser les pieds et tout, sans toucher la partie lubrication et tout. Ouais. Et j'ai monté la tour. Et ça a fait bip. Et ça a pas marché. mais c'était pas ma faute. La plaque de mémoire était corrompue. Et on avait changé la plaque de mémoire. C'était la RAM. La RAM. Okay. La RAM était corrompue et on avait changé et on a mis en place, et l'ordinateur s'est allumé. Ok. Et voilà, ça c'était mon initiation dans l'univers des ordinateurs, des systèmes, des plateformes. Et ça t'a plu? C'était. Ah ouais. Ah oui, c'était tellement drôle. Et pendant des années, j'adorais regarder comment les choses marchent, s'il y avait un ordi qui était cassé ou bien une imprimante qui était cassée. J'adorais enlever tous les éléments, regarder comment ça se met en place et tout. Ouais, donc t'étais déjà architecte, mais de hardware, quoi. Voilà. Excellent. Non, mais c'est effectivement, c'est un truc, moi aussi, j'ai grandi un peu dans ce monde-là, où t'avais, tu sais, maintenant, en fait, t'achètes un ordi avec une config, et je pense qu'on regarde même plus le détail de la config, mais c'est vrai que moi, des fois, je regarde le processeur, la RAM, le machin, le truc, enfin, bon, si on regarde encore, mais à l'époque, je me rappelle, tu changeais ta carte graphique, quoi. Tu sais, tu disais, allez, vas-y, on va prendre la nouvelle carte graphique qui est sortie, machin, Et c'était, je sais pas, c'était quelque chose, c'était assez différent. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore des gens qui se construisent, il doit y en avoir, leur propre ordinateur, tu vois. Ouais, il y en a. Les gens qui font du gaming et les gens qui font par exemple, de l'édition de vidéos. Des fois, enfin moi je fais mes vidéos sur mon Mac, mais si tu fais un peu plus, si tu fais vraiment beaucoup en détail, si tu rentres dans les détails, là
Les gens qui font de l'IA, par exemple, aussi. Ils ont des cartes graphiques spécifiques et tout. Ouais. Ouais, voilà. Okay. Et j'ai un ami qui s'est construit une tour. Il a chopé des éléments sur eBay, sur quelque part les gens qui vendaient leurs cartes graphiques et tout. C'est là, mais ça va arriver, ça va être horrible. Non, ça va. Non, tout ça va marche, bien, ouais. tout marche. C'est vrai que le gaming, c'est un bon point, effectivement. Moi, je joue plus trop sur l'ordi, mais c'est vrai que les gamers, ils doivent avoir des tours encore avec des configs. Ok, trop cool. Bon, bah cool, super début. Est-ce que tu peux me raconter ta plus grosse bêtise de tech? On fait tous des bêtises. Il y a quelques semaines, j'étais à Grenoble pour une conférence Snowcamp et pendant un des dîners avec d'autres speakers, on a fait vraiment une soirée échange de bêtises. Okay. Et on s'est dit il faut faire une conférence où tout le monde va juste passer 100 minutes sur la scène pour raconter sa plus grosse bêtise et ça sera une conférence de thérapie système. Alors moi, j'avais une fois effacé une clé API de la prod. Cette clé m'était inconnue. Je savais pas qui l'avait créée. Le nom était ça donnait pas beaucoup d'informations. J'ai pas trouvé de log. Donc je me suis dit, on se dit souvent dans la partie plateforme système, on se dit, si on sait pas d'où ça vient, on va le tuer et voir qui gueule. Eh ben alors, 24 heures plus tard, je peux te dire, il y en avait qui gueulaient. Parce que c'était une clé API qui fournissait notre service dans la langue locale pour la totalité de l'Asie Sud-Est. Ok. Et donc pendant 24 heures... C'était quoi l'outil? L'outil, c'était un chatbot de santé, un chatbot du triage des symptômes. Et les gens l'ont eu en anglais pendant 24 heures. Et l'anglais, tu peux dire c'est pas très grave, mais en fait si, parce que quand on parle de la santé, non seulement les termes sont différents, non seulement la langue est différente, mais aussi la façon dont les gens décrivent leurs symptômes, c'est très différent. Ça change même dans des parties du pays même. Les gens vont décrire un mal à tête d'une manière totalement différente. Et là, c'était une clé API qui fournissait les traductions du service pour tout le monde en Asie Sud-Est. Et tu l'as, du coup, t'as fait quoi? Juste, t'as remis une clé, il a fallu updater les services, c'est ça? Elle était désactivée ou elle était supprimée? Elle était supprimée. Okay. Je l'avais supprimée parce que c'était une clé qui était pas vraiment marquée. Elle était dans le projet qui s'appelait Blabla API Dev. Ouais, ok. Tu dis c'est dev, il y aura aucun souci. J'avais pas trouvé de log, comme je dis. Normalement, tu cherches des logs, tu cherches qui s'est logué sur ce projet. Sur GCP, ce sont des projets comme des comptes sur Amazon. Ouais. Et du coup, j'avais recréé une nouvelle clé pour cette API. J'avais mis en place aussi des restrictions d'utilisation et je l'ai nommé correctement. Je l'ai labelé avec l'équipe qui gérait ce service. On a mis en place, l'application, le service en soi, cherchait la clé, je crois dans les secrets, dans la base de données de secrets. Donc du coup, tu mets à jour le secret et le service va automatiquement reprendre la nouvelle clé. Ok. Voilà. Donc 4 heures plus tard, c'était réparé, quoi. Excellent. Merci. Ouais, non mais écoute, mais je suis assez d'accord. Des fois, il y a des trucs, si t'as pas du mal à savoir qui utilise, pourquoi et tout, bon, tu supprimes. Mais bon, oui. tu savais que tu pouvais en remettre une aussi. C'était ça le. Oui. Et je sais pas si on peut dire heureusement que c'était une clé de l'API de traduction et pas peut-être une clé qui gardait toute la prod allumée. Je sais pas, ça peut arriver aussi. Parce qu'en fait, c'était une clé API, c'était un secret, en fait, c'était un truc générique, quoi. Toi, tu savais pas du tout pourquoi ça pouvait être utilisé, quoi. Ouais. Et voilà. Du coup, comme c'est pas un service dédié, en plus, tu vois, parce que des fois, t'as des clés API avec des services dédiés, et du coup, effectivement, t'as des logs d'usage. Ils te disent, voilà, quel service utilise, quels appels sont faits. Là, en fait, t'avais pas tout ça, quoi. C'était vraiment un truc. Non. Avec les clés API,
Maintenant, quelques années plus tard, maintenant, tu pourrais utiliser d'autres méthodes pour se loguer envers les API et tu aurais plus de logs d'usage. Okay. Une clé API, ça peut être n'importe qui, ça peut être uploadé sur GitHub et en public, et si quelqu'un utilise en mode public. Et quand les gens, évidemment que les gens qui répondaient à cet incident, me posaient la question, et comment on s'assure que ça n'arrive plus? Et je voulais leur dire, on ne met pas les clés prod dans le projet dev. En effet. Effectivement. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, après, de toute façon, c'est on en parlera peut-être après, mais c'est tout ce que tu fais quand quand t'es architecte. En fait, il y a aussi des notions de bonne pratique. J'imagine qu'il y a ces choses-là aussi dans Terraform ou dans de l'infrastructure as code. En fait, tu encodes tout ça dans du Git où tu as un historique, où tu peux savoir qui a fait quoi, ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Maintenant, dans tous mes modules Terraform, je mets des labels, des tags obligatoires pour toutes les ressources, et c'est toujours environnement, raison d'être, et puis l'équipe ou la personne même qui gère, qui est responsable de cet outil, parce que ça m'est arrivé tellement souvent de se trouver face à un service ou une base de données ou même des serveurs qui ça appartient à qui, c'est qui est responsable, on ne sait plus. Non, mais c'est ça où l'avancée de l'infra as code est dingue. C'est-à-dire que moi, j'ai pareil, j'ai connu comme toi. En plus, je suis pas du tout cloud ingé, tu vois, et j'ai vu les infras où tu es c'était AWS, nous, où tu crées toutes tes ressources en cliquant, tu vois, avec l'interface machin, et du coup elle n'est pas reproductible, elle est pas du tout résiliente en cas de, tu vois, tu te fais hacker, tu te fais tout supprimer, faut tout refaire pour une raison X ou Y. Et effectivement, l'infra as code, donc je sais pas, pour les gens qui connaissent pas forcément, tu peux peut-être expliquer ce que c'est l'infra as code, mais c'est une vraie révolution en fait dans le monde des ops. Non, mais c'est clair. Pour expliquer un peu infrastructure as code, l'infra as code, c'est quand tu décris en utilisant c'est un langage de développement, mais c'est très descriptif, c'est très facile. Ça veut dire que on n'écrit pas du Java pour décrire de l'infra, ou même pas du Python. C'est un langage spécial qui permet de décrire l'état final de l'infra, l'état souhaité de l'infra. Tu dis, je veux 3 serveurs de tel type. Exactement. De tel type, avec autant de RAM, autant de CPU. Il faut se connecter à une base de données de telle taille. Je veux rajouter 200 gigas de données, de disques. Je veux avoir tel rôle. Mon serveur va avoir accès à cette base de données et à rien d'autre. Et tu décris tout ça. Littéralement, c'est très descriptif. C'est un langage spécifique. Maintenant, on utilise plutôt Terraform. Avant, ou bien même toujours pour tout ce qui est infra on-premise. Donc, si on a un data center, si c'est pas des services cloud, on utilise plutôt Ansible. Avant, il y avait du Chef, du Puppet. Maintenant, il y a une autre religion de infra as code. Okay, c'est quoi? C'est de décrire, c'est d'utiliser Kubernetes pour gérer ton infra. Ok. Ouais, parce que Kubernetes, c'est pareil, c'est des fichiers YML là, très descriptifs où tu peux. Ok, c'est marrant ça. Oui. Et donc, tu as des opérateurs qui vont écouter ou regarder les fichiers avec un format spécifique, des custom resource definitions, custom resources, et qui vont aller créer des ressources sur cloud. Mais ça te force à être sur Kubernetes, ça, ou pas? Oui. Ouais, oui. Il faut être sur Kubernetes. Moi, je suis pas très très fan de ça. Je préfère Terraform. Je préfère utiliser quelque chose qui est dédié à ce sujet. Mais les gens qui maîtrisent vraiment Kubernetes et qui ont toute leur plateforme, tous les services sur Kubernetes, je vois pourquoi ils voudraient faire ça. Mais voilà, mais Kubernetes, pour expliquer aussi ce que c'est à ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être détailler un petit peu. Ça s'appelle un control plane là. C'est une plateforme
pour faire tourner des services, des microservices en container. Et ça permet d'avoir une architecture où chaque petite application fait sa petite chose. Donc, on crée des microservices, donc des services qui sont dédiés à une tâche ou à une raison particulière. Ça nous permet de ne plus penser au fait de qui tourne où et comment et sur quel serveur et qu'est-ce qui se passe s'il y a un serveur qui tombe, qu'est-ce qui se passe s'il y a un service ou une application qui a chopé un segfault ou out of memory, qu'est-ce qui va se passer si d'un coup notre service devient tellement populaire qu'on a 100 000 fois plus d'utilisateurs. Donc Kubernetes prend cette partie gestion opérationnelle des services. Mais il faut aussi se dire que c'est un monstre technologique et qu'il faut maîtriser et qu'il faut souvent une équipe entière pour maîtriser la plateforme Kubernetes. C'est complexe, ouais. Et du coup, si on essaye de différencier, en fait, Terraform, c'est plutôt ton infrastructure, tes serveurs, effectivement, là où tu vas exploiter tes services, et Kubernetes, ce serait plutôt justement les services, en fait, l'applicatif. Oui, tout à fait. Et Kubernetes en soi, c'est aussi de l'infra. Donc pour pouvoir utiliser Kubernetes, il faut d'abord des réseaux, du Kubernetes en soi, donc des services, des ressources opérationnelles, des serveurs, je veux dire, mais si on parle des services cloud avec GKE, Google Kubernetes Engine, autopilote, par exemple, tu vois même plus les serveurs, les VM. Mais il faut cette infra, il faut des disques, il faut du CPU, il faut du mémoire, il faut des load balancers, etc., etc. Donc, je voulais revenir sur un truc aussi que tu disais sur la partie descriptif, en fait, parce que c'est pas forcément hyper simple à se visualiser. En fait, ce qui est intéressant avec du Terraform et du langage descriptif, c'est qu'effectivement, tu dis, je veux X serveur, tel config, etc. Et si c'était pas ça, si tu faisais de l'impératif, en fait, tu serais obligé de dire, je veux appeler telle API d'AWS pour lancer un serveur avec cette config et ensuite faire ça et ensuite faire ça. Là, ce qui est fou, c'est que toi, tu dis juste ce que tu veux et tu lances Terraform, en gros, tu lances ta commande et c'est lui qui va se charger de faire tous les appels API dans le bon ordre et de s'assurer que ton infra, elle arrive dans le bon état, quoi. Et c'est, ouais. Enfin bref, moi je l'ai touché un peu du doigt, je trouvais ça vraiment ouf en termes. Je pense que ça a dû changer la vie des gens comme toi en fait, non? Oui, non, tout à fait. Avant Terraform, avant Infra as Code, on avait Config as Code, Configuration as Code. Donc Puppet, Chef, Ansible, ça fait partie plutôt de Config as Code. Et ça, c'était une vraie révolution. Avec la révolution de virtualisation des serveurs, ça veut dire qu'on avait maintenant des VM, des machines virtuelles, des serveurs virtuels et des services virtuels en place d'une boîte physique qu'il fallait commander, attendre 3 mois et puis mettre en place, appeler une équipe réseau pour qu'ils mettent un câble dedans. Maintenant, on a tout ça clic, clac, clac. Après, virtualisation est arrivée config as code. On n'avait plus besoin de se loguer sur 30 000 serveurs pour mettre à jour le package SSH. On pouvait dire, OK, tous les serveurs Linux, j'ai 30 000 de serveurs Linux, bon, voilà, package SSH égale telle version. Boum. C'est mis à jour partout. C'était une vraie révolution. Ouais, j'imagine. OK. OK, on est parti sur plein de trucs qui étaient hyper intéressants. Je reviens sur les questions que je voulais te poser. C'est quoi le bug le plus complexe que tu as corrigé ou que tu as identifié, en gros, dans ton expérience? Comme tu peux imaginer, il y en a plein. Il y en a plein. Un bug complexe, inattendu, qui a pris beaucoup de temps à régler. C'était quand je travaillais avec les plateformes de données du streaming sur AWS.
Donc, pour streaming, on utilise une plateforme qui s'appelle Kafka Streaming. Donc, ça nous permet d'avoir des topics où les services, les applis mettent des messages, des événements des fois, et les autres qui font un espèce de subscription, qui écoutent cette topic et qui prennent qui vont s'activer quand il y a un nouveau message. Peut-être pour expliquer ce truc-là, c'est plutôt que deux services s'appellent l'un l'autre, en fait, en direct pour se communiquer, tu passes par Kafka, qui est un service tiers, qui lui permet de décorréler tout ça, et tu dis, OK, j'envoie de la donnée là-dedans, et qui veut récupère la donnée, qui veut, en fait. Et du coup aussi, ce qui est très cool, c'est que tu as plus de, de problèmes enfin, tu peux scaler tes trucs différemment. Tu vois, alors qu'avant, comme ils sont obligés de poster et de récupérer en synchrone à la même vitesse, il faut qu'ils aient un petit peu la même capacité à traiter la charge. Là, tu dis, chacun traite à son rythme. De toute façon, c'est décorrélé, c'est Kafka qui est au milieu de tout ça, quoi. Oui, exactement. Merci. Tu l'as expliqué vachement mieux que moi. Non, mais c'est le côté dev. Je le maîtrise beaucoup moins, tu vois. Donc moi, je le vois avec ma vision vachement simplifiée. Non, mais c'est tout à fait correct. C'est ça ça permet aussi d'avoir maintenant des architectures event driven et découplées. Donc du coup, ça nous a permis de faire beaucoup d'innovation dans le monde de la tech. Kafka en soi est comme Kubernetes, c'est un produit assez complexe. Le gérer toi-même, c'est difficile. Et du coup, sur AWS, il y a un service managé, un service géré qui s'appelle MSK, Managed Streaming for Kafka. AWS prend toute la partie gestion, toute la partie opérationnelle du cluster Kafka. Et toi, tu gères que tes topics, tes événements, tes producteurs et consommateurs, les services producteurs, les services consommateurs. Donc toi, tu es utilisateur. Et c'est très bien, c'est très bien géré. Le seul problème que tu puisses avoir, c'est quand tu as trop de données, il faut rajouter du disque. Il faut rajouter des volumes. Voilà, c'est tout. Ça, c'est toi qui le gères, c'est pas géré par MSK. Voilà, c'est ça? Oui. Tu dis juste, j'ai besoin de 800 gigas ou, ok, j'ai consommé 800 gigas, maintenant j'ai besoin d'un téra de disque. Voilà. Tu vois même pas les serveurs, tu vois pas tu vois les brokers, donc les gestionnaires d'un cluster Kafka s'appellent brokers. Okay. Et t'en as soit 3, soit 5, soit 7, etc. C'est pour la partie quorum, pour qu'ils se mettent d'accord, sur la gestion des streams de données. Du coup, normalement, tu ne peux pas le casser. Ouais. Kafka, parce que c'est géré par Amazon, c'est patché par Amazon, c'est mis à jour par Amazon. Tout va bien, la vie est belle. La vie est pour de vrai belle parce que quand on avait bougé des clusters Kafka qu'on gérait nous-mêmes sur Kubernetes au MSK, en place d'avoir un incident par semaine, on en a eu un dans 2 ans. Ah ouais, ok. Et c'est de cet incident, le seul incident de 2 ans que je vais parler. On avait un autre problème, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait fait, mais on était en train de résoudre un autre petit problème qui était surtout sur la partie configuration des producteurs. Il y avait des producteurs qui arrivaient plus à écrire dans les topics et on savait pas pourquoi. Et du coup, on avait changé à la main une partie de configuration. Tu peux donner la façon dont tu gères tes brokers Kafka, c'est par des flags. Tu vas dire je sais pas, allow unauthenticated access égale en fait tu changes des bouts de config quoi. Ouais, voilà, tu changes des bouts de config. Et ces bouts de config, si c'est dans Terraform, ce sera dans du JSON ou dans du YAML. Dans la UI, dans la partie interface de AWS, tous les flags des brokers sont dans la même partie du texte. D'accord. Et quand tu vas changer ces paramètres de configuration, tu changes juste un text field. Tu rajoutes du texte. Bon, on avait rajouté un flag égale true.
Et là, d'un coup, on a une autre erreur. On commence à avoir une autre erreur. Plus personne ne peut se connecter au Kafka, même avec l'utilisateur, le super user, l'utilisateur root, qui avait le droit de faire tout. Ouais. On utilisait un container qui s'appelle Kafka Toolbox pour gérer tout ce qui était configuration et les sujets, etc. Ça marchait plus. On n'arrivait plus à se connecter, on n'arrivait plus à savoir, même de faire du telnet vers les ports de Kafka Brokers. On n'arrivait même plus à faire ça. Ouais, donc le truc était mort, quoi. Il était mort. Ouais. Mais tu peux pas le tuer normalement. C'est géré par Amazon. Ouais. La seule chose que tu peux faire avec les brokers, avec MSK, c'est de les redémarrer. Du coup, on s'est mis à redémarrer les serveurs pour voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être ça va turn it off and on again. Ouais. C'est la meilleure méthode d'op, ça. C'est éteindre, redémarre, ça va marcher. Ouais. Ça n'a pas marché, mais on a commencé à voir des logs à partir du tout début, quand le broker se met à tourner et jusqu'au moment où il meurt. Et on a vu qu'il y avait une erreur qui était trop bizarre, trop chelou, qui disait illegal character espace. Ok. Tu regardes dans la UI de AWS, tu vois absolument rien de illégal. Il n'y a pas d'espace qui sont là, qui doivent pas être là. Mais on se dit, on a commencé à voir ce type d'erreur après qu'on a mis ce flag. Et qu'est-ce qu'on a fait? On avait utilisé les commandes CLI, AWS CLI, pour voir la configuration dans la partie CLI. Et c'est dans la partie CLI, dans la réponse CLI, qu'on a vu que ce flag était égal string, true, espace. Ok. Tu voyais pas ça dans la UI. Juste que j'essaie de bien comprendre. Ta mise à jour de configuration, tu l'avais pas fait depuis la UI, tu l'avais fait depuis le client, en fait, c'est ça? Non, la mise à jour a été faite par la UI. Quand même depuis l'interface, ok. Depuis l'interface, on ne voyait pas du tout de caractères qui ne devaient pas être là. Okay. Mais dans la partie CLI, quand tu fais describe MSK cluster, tu voyais qu'il y avait en fait un espace que le true qui était qui est censé être boolean, et il a été transmis, puisque c'est un text field c'est pas des paramètres séparés, c'est pas des select, pas du tout, c'est juste un text field. Tu pourrais écrire là-bas j'aime mes chats. Tu vois, et ça aurait cassé Kafka, j'imagine. Peut-être, ouais, j'avoue, ils ont pas de validation sur eux. Exactement, mais c'était ça. On avait parlé avec on était en contact avec l'équipe support de AWS parce que, mais à un moment donné, t'es là, mais comment on a cassé MSK? T'étais pas censé pouvoir le casser. Mais du coup, ils avaient pas de validation, et tout ce qui était dans ce text field était envoyé vers le broker directement. Comme configuration, ouais, ok. Mais donc du coup, juste je récap, toi tu tapes dans l'interface, quelqu'un tape dans l'interface trou et espace, il fait sauvegarder, ça pète tout, et toi à la fin tu re-regardes dans l'interface, et là il y a trou mais sans l'espace en fait. Tu vois pas l'espace, c'est comme si lui il t'enlevait les espaces juste pour l'affichage. Et donc toi tu dis ok, je vais passer par le client, je vais passer par la ligne de commande en fait pour voir vraiment ce que c'est les paramètres, et là tu vois les vrais trucs bruts, et tu vois qu'il y a un trou espace qui te casse toute la config, quoi. Ouais, ok. Okay. Et là, comment tu fais, puisqu'en fait, si ça redémarre pas, j'imagine tu peux pas remettre à jour la config, c'est ça? Non, tu pouvais pas mettre à jour la config, tu pouvais pas tu pouvais pas brute forcer quoi que ce soit à partir de Kafka Toolbox. Tu peux rien faire, absolument rien. Okay. Le broker, il est mort, il écoute pas, il tourne pas. Le processus sur le serveur ne tourne pas. Ce qu'on avait dû faire, c'est de contacter le support et leur demander de enlever cette partie de la config. Et eux, ils ont accès d'une manière ou d'autre. J'imagine que eux, ils peuvent voir les serveurs, ils peuvent voir les VM et se connecter aux VM et puis changer la config. Et ils ont corrigé le bug, la possibilité de casser définitivement derrière, qu'ils ont travaillé avec vous là-dessus, ou?
Écoute, j'avais pas revérifié, mais ils m'avaient promis de le corriger. Ils étaient tout aussi étonnés que c'était possible. Ouais. Et du coup, ils avaient dit qu'on va quand même mettre en place de la validation, input validation. C'est pas mal, ouais. Et ils étaient réactifs sur le support là-dessus parce que du coup, toi, t'as un incident de production, faut qu'il y ait... Ouais, mais on payait pour un certain tiers de support. Donc, c'était en 24 heures. Il devait répondre en 24 heures. Bon, après, c'est vrai que quand tu trouves des bugs dans Amazon, c'est quand même des moments... je sais pas si c'est des moments sympas, mais en tout cas, à la fin, tu te dis c'est assez ouf d'avoir... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent quand même leur infra. Donc, quand c'est toi qui trouves le bug, tu te dis waouh. Pas sympa parce que le moment était pas cool, mais après tu dis cool, on a trouvé un bug chez AWS quoi. Ouais. J'avais écrit un blog là-dessus parce que justement c'était. Je le mettrai en description. Je vais regarder un petit peu. Ok. Est-ce que maintenant il y a un truc un peu what the fuck que t'as fait, que t'es fait avec, je sais pas, de l'infra? Bien sûr. Ouais. Tellement. Maintenant, avant que je réponde avec l'anecdote, il faut savoir que les gens qui travaillent avec l'infra, les gens qui font les plateformes de l'infra, peuvent finir le business en un clic. Je peux éteindre tout. Le pouvoir est tel que voilà. Ouais. Le pouvoir est là. Je peux tout éteindre, je peux tout effacer. Tu peux détruire le building, quoi. C'est genre, il y a des commerces et toi, tu mets tout par terre. Fini. Oui. Et ça, c'est le pouvoir enfin, c'est un peu un conflit entre, pas un conflit, parce qu'on c'est pas un conflit actif, mais c'est toujours la bataille des budgets, par exemple. Les entreprises, quand ils font leur budgeting, quand ils se disent on va investir ici, on va pas investir ici, on va reformer les gens ici, etc. Les équipes infra sont dernières dans la liste. Mais en vrai, personne ne peut tourner sans les équipes infra. Ouais. Non, mais ce que tu peux leur dire, c'est tu leur dis si vous me donnez pas plus de budget, je vous débranche tout. Comme ça, tu négocies, quoi. Oui. C'est un peu risqué comme négociation. Mais pour l'anecdote, le what the fuck que j'avais fait, c'était pas très dangereux. Mais j'étais une fois connectée sur un serveur, donc c'était pas dans la partie cloud, c'était un data center de la boîte où je travaillais, mais c'était des serveurs virtuels, des machines virtuelles, et j'étais connectée par SSH. SSH, c'est une manière de se connecter par le réseau interne envers un serveur. Et qu'est-ce que je fais? J'étais en train de développer un script pour faire du monitoring du réseau. Et pour tester si le script envoyait vraiment le message qu'il devait envoyer quand le réseau tombait, quand il y avait plus de réseau, moi qui est connecté à ce serveur par le réseau, j'éteins le réseau. Donc, il y a l'interface ETH0 qui est l'interface principale du réseau. Si on parle d'un câble, c'est là où le câble se branche, mais là, il n'y a pas de câble, c'est virtuel. Là, le câble Internet. Il n'y a pas de câble, c'est virtuel, mais il y a quand même l'interface virtuelle du réseau virtuel. Moi, je suis connectée à cette interface et je le coupe. Et là, je me trouve... Ça te coupe aussi, ouais. Ça me coupe et je me trouve avec mon terminal avant la connexion et je suis là. Et comment je me reconnecte quand j'ai débranché la connexion parce que effectivement, physiquement, tu peux la remettre puisque normalement t'as pas un conflit de je suis connecté par ce câble. Là, tu es connecté par le câble que tu débranches en fait. Tu scies la branche sur laquelle t'es assise et du coup, t'es coincé. La machine elle a plus d'accès à l'extérieur. Comment t'as fait? En fait, pour les serveurs, il y a toujours une autre interface d'entrée. Okay. Il y a sécurité quoi. Par sécurité, si déjà au tout début, il n'y a pas de câble Internet, Ethernet.
qui est connecté. Donc, il faut installer si on parle des serveurs physiques, il faut venir installer le système opérationnel, il faut venir configurer le réseau, etc. Donc, il y a quand même l'interface d'entrée, qui est normalement physique. Tu viens dans le data center et tu te connectes physiquement au terminal de connexion. Avec les serveurs virtuels, il y a quand même cette interface. C'est virtuel encore une fois. Vu que c'était une machine virtuelle dans un data center, ça tournait sur du VMware. Donc il y avait un hyperviseur qui gérait les VM. Et heureusement, l'équipe infra, ils avaient l'accès à cette interface de backup, entre guillemets. Mais cet hyperviseur, en fait, c'est un petit peu ce qui est la traduction du monde physique. Tu vois, c'est ça un peu, c'est un peu ce côté, je peux venir dans mon garage avec tous les serveurs, c'est l'hyperviseur, en fait, qui est là. Oui, j'imagine. Oui. Il y a une interface spéciale qui a un nom là-dessus, c'est... I'm blanking on the terminal. Je peux le chercher. Non, mais c'est marrant parce que serial access. Serial port. C'est ça. Ok. Port de série, oui. Ok, marrant. Ouais. Ok, intéressant. Et donc, du coup, t'as des admins qui, effectivement, avaient accès à ce port série, en gros, à l'hyperviseur qui sont venus... Oui. En fait, ils ont carrément rebranché. Ils ont rebranché ETH0 et t'as eu l'accès. Et du coup, comment t'as testé, finalement, que ton truc, il marchait sans accès ETH? Bah, du coup, dans ce cas-là, le réseau marchait plus et le service avait écrit l'événement que ça marchait plus et puis ça avait envoyé. Ah, donc t'as pu venir vérifier a posteriori que ça s'était bien passé quand même, c'est ça? Ok. T'as pas eu à refaire la manip, quoi. Bon. Bah, après, oui, voilà, tu espères que ça marche. Comment je teste sans tester. Mais c'était bien drôle de dire. J'étais stagiaire en plus. J'étais stagiaire et dire aux admins bonjour, j'étais connectée par SSH et j'ai éteint le SSH. Help. Non, mais j'avoue, après, je pense que c'est, sur le coup, tu t'imagines pas trop les conséquences, tu testes le truc logique et puis t'oublies, en fait, que bah, toi aussi, t'es connecté par là et que tu pourras plus lancer de commande après. Excellent. Effectivement, c'est marrant comme truc. J'ai pas trop imaginé. Nathalie, est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que t'aurais fait comme métier si t'avais pas été dans la tech? Plein de choses. Faut choisir. Pendant un petit moment, j'étais danseuse en parallèle avec la tech. Donc ça veut dire j'avais un travail de 9h du matin à 18h du soir et après je m'entraînais dans la danse, je dansais les week-ends, je faisais des vidéos, des petits gigs, on appelle ça des petits des petits jobs en fait, des petits ouais, voilà. Et j'adorais ça. Donc tu t'étais rémunéré pour ça, ok. Oui, c'était pas beaucoup parce que c'est très compétitif et très peu rémunéré et c'est beaucoup de travail. Ouais. Et à un moment donné, j'avais arrêté, mais voilà. Ok. Donc tu aurais fait ça, j'aurais aimé faire ça. Ouais. Je pense que j'aurais fait quelque chose créatif de toute façon, soit danseuse, soit peut-être photographe, soit le design graphique où j'étais partie quand j'étais adolescente. Et pendant des années, je faisais les deux. J'étudiais l'ingénierie des systèmes, mais j'avais des skills et j'essayais de faire du design graphique en parallèle. Le problème, c'est que pour le design graphique, j'ai pas de l'inspiration constante. Et pour faire quelque chose en tant que ton métier, il faut quand même être inspiré et motivé tout le temps. Et pour le design graphique, j'ai soit beaucoup d'inspiration, soit zéro. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout maintainable, c'est pas du tout constant. Tant que pour DevOps, pour l'infra, c'est constant et je suis toujours inspirée par et tu retrouves, l'infra. est-ce que ce côté créatif qui a l'air de t'animer, tu le retrouves dans l'infra? Ouais. Mm-hmm.
Donc, à chaque fois que tu crées une infra, en fait, tu crées que des infras différentes tout le temps où tu te dis, attends, je vais tenter ce truc-là. Bah, même si c'est la même chose, ça reste quand même assez créatif. Il y a toujours des petites différences, il y a toujours des petites choses à changer, d'améliorer. La dernière fois, j'ai écrit ce module de cette manière-là. Il y avait un petit truc qui me buguait. Maintenant, je vais l'améliorer. Ouais. Excellent. Écoute, on arrive un peu au bout là, on a balayé plein de sujets, c'était très cool. Moi, j'ai trouvé ça trop bien de parler un peu d'infra, tu vois, je suis pas hyper calé, mais ça me rappelle des souvenirs quand même. J'en ai vu faire un petit peu dans mon ancienne boîte, donc je trouve ça très marrant. Je pense que tu dois bien te marrer. J'ai une question encore, deux questions en fait. Est-ce que tu crois dans quelque chose d'irrationnel? Alors oui. Ouais. Un petit peu moins maintenant, et je vais expliquer pourquoi. Mais pendant très très longtemps, je croyais que toutes les choses négatives qui nous arrivent sont en mode de paiement pour des choses positives qu'on veut et qui vont nous arriver. Okay. Donc s'il y a un petit bémol ou quelque chose, un problème, un événement triste qui nous arrive dans la vie, ça veut dire qu'on est en train de payer pour quelque chose du bien qui va nous arriver et qu'on veut. Okay. C'est un petit peu le karma des bouddhistes, c'est un peu ça? Oh, peut-être, mais d'une manière réversée, je pense. Ouais, toi tu dis il y a toujours le mal qui arrive avant le bien, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Ouais. Pourquoi j'y crois moins maintenant? Depuis quelques années, il y a tellement d'événements tragiques dans le monde entier que c'est assez dur de se dire qu'on est en train de payer pour quelque chose de bien. Je suis ukrainienne, ça fait depuis 2020, depuis la pandémie, il y a que des trucs qui sont, comme on dit, no more life-changing historical events, please. S'il vous plaît, je peux juste avoir un mois où il y a rien d'historique qui se passe. Donc c'est assez dur de se dire qu'on est en train de payer pour quelque chose du bien. Ça doit être un truc merveilleux pour la planète entière. On va résoudre le climate change, l'environnement, le plastique, tout ça, le pétrole. Clairement. Ok. Mais du coup, ça me fait embrayer sur ma dernière question là, et je pensais, en fait, tu m'as dit du coup, t'es ukrainienne, tu vis à Londres. Comment ça se fait que tu parles si bien français? J'habitais en Suisse pendant 3 ans et demi, dans la région francophone, la Suisse romande. Mon mari est français, donc ça aide aussi. Et j'avais déménagé pour le rejoindre. On sortait à l'époque et je voulais le rejoindre. Il travaillait pour UEFA à Nyon. Et moi, j'avais commencé à EPFL, en master à l'EPFL, c'est Polytechnique en Suisse, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Les études, le master est en anglais à l'EPFL, sauf pour l'architecture. Les architectes galèrent en français. Ah ouais, ok. Mais tous les autres métiers sont en anglais. Mais du coup, quand j'ai commencé à travailler faire ce projet de DevOps, le stage que j'ai fait pour mon travail de master, c'était une boîte purement francophone. Okay. Et là, il fallait très vite devenir commencer à parler couramment français. Ok, excellent. Bon, bah écoute, trop bien. Super épisode encore. Trop content. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin, si tu veux dire quelque chose aux gens qui t'écouteront? Suivez la dopamine. Suivez ce que vous aimez. Choisissez de faire que ce qui vous plaît, si vous avez le choix, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas le choix, et c'est pas très juste envers eux si on n'aime pas ce qu'on fait, mais on reste à faire ce qu'on n'aime pas. Alors qu'on a le choix. Ouais. Alors qu'on a le choix. Okay. Voilà. Et pensez toujours à la sécurité de l'infrastructure, de l'information, de vos données, tout ce que vous faites. Je sais que c'est la dernière chose qui arrive, surtout pour c'est pas gentil à dire ça, mais surtout pour les développeurs. Ouais, je suis d'accord. Mais parce que c'est un truc compliqué parce qu'en fait, on n'est pas toujours bien conscient, tu vois, quand on est dev, des risques, des failles, et donc c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas que t'y penses pas, c'est que des fois tu vois pas en fait, tu vois pas le. Bon, donc mais je pense que c'est intéressant ce sujet, la sécurité en ce moment, il est hyper. Ah oui.
il est hyper, je sais pas, chaud. En tout cas, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de métiers là-dedans, ça se développe pas mal et tout. Et c'est vrai que Et c'est très c'est un important. bon conseil, mais il est pas facile à suivre celui-là. Tu Oui, nous as pas je donné sais. un conseil facile à. Ok, on va faire le max. Ok. Bon bah écoute, trop cool. Merci d'être venu. Merci pour tous ces partages, Nathalie. C'était super chouette. Merci Je te de m'avoir invité. Ça me fait beaucoup plaisir et j'espère que ça plaira au monde aussi. Ça va être trop cool, c'est sûr. Et ben je te remercie. Je te dis à bientôt, Nathalie. Salut. À bientôt. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.